Donc, Bonjour bonjour. José. Bonjour Nasser. Donc on propose nous à travers cet atelier de parler d'un sujet qui heureusement ou malheureusement fait parler, fait l'actualité dans ce contexte de crise sanitaire. Et donc c'est comment sécuriser son workflow de paiement dans un contexte on va dire de télétravail, de mobilité. Donc on propose à l'ensemble de nos auditeurs, de ceux qui nous écoutent, de ceux qui nous regardent, l'agenda suivant qui fait un petit tour d'horizon sur d'abord peut-être rappeler le contexte actuel et puis on parlera effectivement de la sécurisation complète, c'est-à-dire la sécurisation idéale autour des moyens de paiement. On verra qu'à travers cela, il y a un mécanisme de prévention de fraude qui peut être mis en place. Le parapheur électronique ou le parapheur digital qui tend à supplanter effectivement le parapheur papier. On voit que c'est une demande maintenant des entreprises d'aller dans ce sens-là, puis aussi comment on peut augmenter les contrôles dans ce contexte aussi de distanciation. Et puis un sujet qui reste récurrent, malheureusement, les cyberattaques. Et là aussi, peut-être comment améliorer les choses pour amener donc, les entreprises à bien se protéger. Puis on terminera par quelques petites démonstrations pour illustrer le propos. Merci. Donc, dans le contexte actuel, donc, tu en as parlé donc, de crise sanitaire avec l'accélération du télétravail, mais cette digitalisation de l'économie et notamment des instruments de paiement ou de trésorerie avait démarré bien avant avec l'accélération du cloud, avec tout ce qui est innovation, directives sur les paiements, des nouveaux services temps réel. Tout ça fait qu'on est en transformation numérique. Et si on y rajoute le contexte de crise sanitaire, de télétravail, ça devient très difficile de pouvoir accéder à l'ensemble des applications et des moyens de sécurisation à distance. Parce que dans certains cas où on a encore des postes installés au sein de l'entreprise non accessibles de l'extérieur, on est obligé de mettre en place des mécanismes de sécurité pour accéder à ces informations. Et puis, il y avait des procédures de sécurité qui prenaient en compte l'environnement traditionnel du travail qu'il faut revoir. Il est nécessaire, comme c'est le monde du paiement, de quand même garantir un maximum de sécurité. Donc, le contexte est comment, dans un élément lié au télétravail, lié à la dématérialisation de l'ensemble des flux et à la digitalisation de l'économie, comment continuer à garantir la sécurité des paiements. Très bien, merci José. Sur le point suivant, la sécurisation complète ou comment on peut aboutir à une sécurisation la plus aboutie possible sur les moyens de paiement. Qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est quoi le schéma idéal? Alors, dans un contexte très centré sur les moyens de paiement, en général, donc, vous avez les paiements fournisseurs qui sont issus de la comptabilité. Vous avez les paiements de trésorerie, donc tout ce qui est compte à compte et puis équilibrage, et les payes et les salaires. Donc l'ensemble de ces flux peuvent passer par un mécanisme qui va vérifier ce qu'on appelle l'antifraude, c'est-à-dire à travers des listes blanches, c'est-à-dire des RIB contrôlés, pour éviter justement qu'on modifie ce RIB. Donc cette liste blanche va vérifier que l'ensemble des paiements vont vers des comptes qui sont identifiés. Si ce n'est pas le cas, ils vont les bloquer en attendant une validation. Ça, c'est la mécanique antifraude. Puis, il y a la mécanique de prévention de sanctions. Vous savez qu'on a des listes noires, c'est-à-dire des listes émises par les gouvernements, par l'Europe, par les États-Unis, sur des personnes ou des entités qui sont blacklistées parce qu'il y a un embargo dessus. Donc on va vérifier que des paiements ne partent pas vers ces personnes ou ces entités qui sont sous embargo pour éviter toute problématique pénale ou amende. Et puis, si c'est le cas, on avertit. De même, lorsqu'on va recevoir les relevés de compte, on va vérifier s'il n'y a pas des fonds qui proviennent de personnes ou d'entités sous embargo. Et pour éviter, là encore, d'être sous le coup de la loi. Ensuite, on va rentrer dans des circuits de validation et de signature électronique internes, c'est-à-dire au sein de l'entreprise, puis vers bancaire, c'est-à-dire avec des signataires bancaires qui vont introduire leur clé de signature, si c'est de l'EBIX TS ou du SWIFT, et puis ça va partir vers la banque, en mode sécurisé. Voilà le workflow complet.
D'accord. José, je vois une petite bulle autorité de certification à côté de la clé bancaire Oui, signature. De quoi il s'agit exactement en fait, qu'est-ce que ça laisse? pour signer, on s'appuie sur ce qu'on appelle des certificats numériques. Alors, tous les citoyens en France connaissent ce certificat numérique pour déclarer ses impôts. Voilà. Donc, ce certificat numérique, lui, il est stocké dans une clé, ce qu'on appelle un e-token. Une clé, c'est une puce cryptographique. Donc, c'est un élément physique qu'on introduit dans le PC pour signer électroniquement. Voilà. Très bien. Prévenir la fraude, donc c'est effectivement ce que tu as développé, José, un petit peu plus tôt, et tu as rappelé un petit peu les deux premiers piliers. On peut peut-être compléter ce point-là, peut-être sur la liste blanche, qui va donc référencer les bénéficiaires pour lesquels l'entreprise va effectuer des virements. On voit apparaître prélèvement. Là, de quoi il s'agit exactement? Alors, dans le cas des virements, donc c'est cette liste blanche qui est en fait une synchronisation de vos bases maîtres que vous avez dans la comptabilité, la paye ou la trésorerie, sur les éléments bien déclarés, qu'on peut d'ailleurs compléter et vérifier à travers des mécanismes type CEPAMEL-Diamond qui va vous dire si le RIB correspond bien à la personne, à l'entité indiquée. Et puis, il y a d'autres moyens de vérifier ce RIB. Donc, cette liste blanche va permettre de bloquer les virements dans lequel il y aura un RIB inconnu. La partie prélèvement, c'est à l'inverse. Si vous êtes prélevé, l'entreprise est prélevée, on signe des mandats et donc au moment du prélèvement, on va vérifier que cela correspond bien à un mandat identifié. Si ce n'est pas le cas, on bloque, on avertit pour que l'entreprise prévienne la banque. D'accord. Dans la liste sanctions, José, tu l'as effectivement indiqué un petit peu plus tôt par rapport aux listes sanctions, sur le sujet donc, du virement au débit. Virement au crédit, de quoi il s'agit exactement? C'est tout ce qui est encaissement. Donc, on décaisse en virement au débit, on va payer, donc on va vérifier qu'on ne paye pas quelqu'un qui est sous embargo. De la même manière, lorsqu'on reçoit un virement au crédit, c'est-à-dire qu'on va recevoir un encaissement, eh bien on va vérifier à travers le relevé de compte qu'on n'a pas reçu de l'argent non induit. Excusez-moi. Voilà. Donc c'est dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent, c'est ça? Absolument, absolument. Et le dernier pan, c'est le scoring. Alors le scoring c'est quoi? On va mettre un ensemble de critères qui ne sont pas légaux, mais qui peuvent correspondre à des usages au sein de l'entreprise. Par exemple, on va vouloir contrôler tous les paiements au-dessus d'un seuil ou un montant. De la même manière, on peut vérifier la banque du tiers, c'est-à-dire des zones ou des pays qui pourraient être sous surveillance. Voilà, donc un ensemble de pays, de zones, ce sont des critères sur lesquels on peut rajouter des éléments de contrôle sur les paiements que l'on fait. D'accord, c'est très clair. Après, évidemment, vient le sujet du parapheur, le fameux et le traditionnel parapheur papier, celui qui permet de présenter les justificatifs aux signataires avant de transmettre donc en banque. Ce parapheur, eh bien, il a tendance par nécessité à évoluer de façon digitale. Donc ça, c'est ce qu'on aurait, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans les entreprises et dans un cadre qui fait que soit on se retrouve en mobilité, soit on se retrouve en télétravail, eh bien, le besoin se fait criant d'avoir un dispositif numérique qui puisse présenter l'ensemble des pièces justificatives. Et donc, dans un mécanisme de signature électronique bancaire, il est tout à fait envisageable d'y connecter une GED ou en tout cas un équivalent qui produirait le ou les pièces justificatives et pas seulement les factures, ça peut être aussi des RIB et d'autres. Sur la validation mobile, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, José? Alors aujourd'hui, tu l'as montré, donc on peut accéder à des mécanismes de signature électronique à travers un navigateur, que ce soit sous Mac ou sous Windows, et signer à distance, sous réserve que l'entreprise ait mis en place des VPN, enfin tous les mécanismes de sécurité. Mais on peut déjà signer et valider en mobilité, y compris, tu en as parlé, avec les pièces justificatives digitalisées. Il restait un élément qui est, peut-on signer en mobilité? Alors,
ce que nous on propose aujourd'hui, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle tout à l'heure j'en ai parlé, de la signature interne, c'est-à-dire des circuits de validation interne sans émission vers la banque ou avant émission vers la banque. Eh bien, on peut déjà le faire avec l'application mobile, iOS ou Android. Ce qui manque, c'est de pouvoir signer réellement. Donc, l'application est prête. On est en cours de validation, c'est plutôt les instances, notamment les banques, et les banques, SWIFT, sont en train de travailler, de valider les mécaniques. Donc on est proche, on espère que durant cette année, les premières applications, enfin en tout cas les premières validations seront possibles et on pourra appliquer cela à la mobilité. Mais déjà, aujourd'hui, on peut mettre en place des workflows de validation et de signature interne et utiliser son mobile pour pouvoir signer d'une manière interne à l'entreprise le paiement, comme un bon à payer. Et puis ensuite, il faut des signataires avec la clé cryptographique pour envoyer à la banque. Cette étape pourra être probablement, comme je l'ai dit cette année, on l'espère, on pourra dématérialiser cette clé à travers un certificat qui sera dans le cloud. Voilà. Alors, juste peut-être une précision, José, ça n'a rien à voir avec les applications mobiles qui confirment les paiements auprès des banques actuellement. Non. Deux sujets différents. Oui, c'est deux sujets. Aujourd'hui, ce qu'on a sur le marché, c'est on peut, comme quand on va sur un portail bancaire, valider, confirmer son paiement. Donc, on n'est pas dans un EBXTS ou un SwiftNet avec signature électronique. C'est une confirmation sur un portail. Eh bien, vous pouvez confirmer sur le mobile, mais c'est propriétaire à chacune des banques. Voilà. Là, on parle bien comme le certificat bancaire que l'on utilise aujourd'hui sur les clés, c'est-à-dire multibancaire. Donc, on parle bien d'un certificat dans le cloud multibancaire. Un dispositif unique donc, pour toutes les banques. Absolument. Très bien. Sur le sujet effectivement un peu plus large qui concerne les attaques numériques des entreprises, pour se prémunir de cet aspect-là aujourd'hui, une entreprise, vers quoi elle peut aller et par quoi elle peut commencer à se protéger? Alors, dans le cadre, il y a plusieurs éléments réglementaires qui sont apparus dans le cadre de la directive sur les paiements, qu'on appelle DSP2, ou dans le cadre pour ceux qui font du SwiftNet, par exemple, qu'ils connaissent, puisqu'il y a ce qu'on appelle le CSP, donc Conformité Security Policy. Il y a un élément qui est devenu prégnant, qui est l'authentification multifacteur. Donc, c'est un des éléments qui est important, c'est-à-dire que la plupart des entreprises, vous avez des annuaires qu'on appelle LDAP, AD, Active Directory, donc, où toutes les règles de gestion des mots de passe et des loggings sont centralisées. Pour accéder à vos applications, pour signer, pour valider, on peut rajouter cette étape d'authentification multifacteur. Alors c'est quoi? C'est tout le monde est habitué à ça maintenant. On va recevoir un code sur son téléphone qu'on renseigne dans l'application pour valider la dernière tâche. Et donc cette authentification multifacteur est un élément qui fait partie des directives européennes sur les paiements, mais aussi dans le cadre de SwiftNet, donc qui touche directement nos clients dans la mise en place de la sécurité. Et donc il va apporter davantage de sécurité aux entreprises. Absolument. Très bien. Alors, peut-être pour compléter ce dispositif, là, on a parlé de l'authentification multifactor. Et pour peut-être se protéger contre des attaques, par exemple, de type ransomware. On connaît ce mécanisme qui est la paralysie des données de l'entreprise. Est-ce que là, on peut aller encore un peu plus loin sur ce besoin de se sécuriser? Alors, donc, jusqu'ici, on a parlé d'applications au sens large sans dire si elle est sur le cloud ou installée dans l'entreprise. Dans le cadre d'un cloud, parce qu'au début, on a bien expliqué qu'il y a un mouvement de fond quand même qui avait démarré avant la crise sanitaire, hein, qui est d'utiliser de plus en plus les applications en mode cloud pour différentes raisons, que ce soit en termes de monitoring, en termes de surveillance informatique, mais aussi puisque ça permet de rationaliser un ensemble de coûts. Le cloud, notamment quand on propose une offre cloud, c'est le cas chez nous, il y a tous les mécanismes de sécurité dont on a parlé, firewall, c'est-à-dire tous les proxys, toutes les règles de sécurité qui sont mises en place. Il y a aussi le fait que toutes nos applications ont des mécanismes dits anti-hacking, c'est-à-dire on va contrôler les attaques. Alors, les termes techniques, c'est
c'est cross-scripting ou SQL injection, mais tout ce qui est important de voir, c'est tout ce qui est attaque que l'on connaît dans la vie quotidienne. C'est-à-dire qu'on va se connecter à des milliers de personnes, on va essayer de se connecter sur l'application en ligne. Donc tout ça est contrôlé sur les applications. Chaque application a son code signé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer un exécutable par un autre puisqu'il y a une signature électronique sur ce code et on voit tout de suite qu'on a essayé de remplacer un code à distance, donc c'est bloqué. Voilà, tous ces éléments, ça c'est l'avantage du cloud, c'est toute cette pratique de surveillance, de monitoring des applications, de pare-feu, de mécanique notamment d'audits réguliers à travers ce qu'on appelle des pentests. Donc régulièrement on fait des audits d'attaque, soit internes, soit à travers des partenaires certifiés, c'est-à-dire des cabinets de conseil certifiés. Eh bien, ça permet de garantir une sécurité maximale. Ça n'existe pas, la sécurité 100%, mais en tout cas, d'y tendre au maximum. Voilà. D'accord. Donc, si je comprends bien et ce que je retiens, c'est que les fichiers sont signés, c'est-à-dire qu'ils ont une identité unique. Et si un cybercriminel essayait de substituer un fichier par un autre, ça bloquerait oui. la plateforme, le fonctionnement de la solution. Oui, c'est ce qu'on appelle l'intégrité du logiciel. Ouais. D'accord, très bien. Donc peut-être, José, avant d'aller voir cette partie de démonstration sur les produits, quelle est la valeur que peut apporter Sage dans ce contexte, dans ce besoin de mobilité, de sécurisation autour des moyens de paiement? Et quelles seraient les recommandations, les préconisations que tu suggérerais? Alors, on l'a dit en début de session, donc nous accompagnons ce mouvement de dématérialisation et de digitalisation des processus financiers au sein de l'entreprise, bien avant la crise sanitaire, ce qui veut dire que l'on suit tout ce qui est réglementaire, évidemment, mais aussi tout ce qui est innovation autour de ces éléments-là. Donc nos logiciels évoluent dans le temps dans ce cadre-là. Avec la crise sanitaire, on a renforcé tous les mécanismes et notamment nos offres autour du cloud pour pouvoir permettre aux entreprises d'accéder à l'ensemble des processus. Donc, pour nous, c'est notre offre cloud, c'est nos équipes services, nos partenaires, puisque nous avons un écosystème très important chez Sage. On a une manière de commercialiser aussi en mode indirect avec des partenaires très proches et des distributeurs et des intégrateurs qui sont certifiés et qui nous permet d'avoir un maillage, notamment en France, régional très important pour être au plus près des clients. Voilà, donc c'est tout ça qui fait la force de la proposition de Sage. Concrètement, ce que j'entends là, José, c'est qu'aujourd'hui, Sage ouvre aux partenaires un socle puissant, robuste, qui est le cloud, dans lequel le réseau partenaire va pouvoir porter ses clients, les sécuriser et privilégier la proximité auprès d'eux pour les accompagner dans ce mouvement, c'est ça? C'est cela, tu as tout dit. D'accord. Bon, donc on va pouvoir passer à la démonstration d'ailleurs, donc pour montrer un peu nos écrans. Alors là-dessus, il y avait un focus qui anticipe un petit peu le besoin à venir sur la signature bancaire que tu as évoqué, où on voit ici, l'idée c'est juste surtout de voir l'usage d'une signature cloud. Ici, on voit qu'on appelle un certificat de signature, celui qu'on trouve dans les clés 3SKI. Et puis, une fois que ce certificat est appelé, on saisit le code PIN. Donc, il n'y a pas de clé 3SKI ici, par exemple, pour parler de ce dispositif-là. Bien sûr, il y en a d'autres. Mais ça permet très simplement, juste en se connectant à l'API de l'autorité de certification dans le cloud, d'effectuer cette signature. Alors évidemment, ce dispositif il est disponible immédiatement, sans faire de la signature bancaire encore, puisqu'on est en attente et on a compris que les choses s'accéléraient ce courant d'année pour avoir des propositions commerciales de la part des banques. Mais dans l'immédiat, on peut faire de la validation, c'est-à-dire juste avant la signature bancaire qui est encore avec le token, on peut imaginer d'utiliser la mobilité pour faire cette validation. Sur la partie web, cette fois-ci, il est tout à fait possible de faire exactement ce qu'on a vu dans la mobilité. Alors là, on pourra aller plus loin puisqu'on aura des fonctions
évoluer en termes de recherche, d'affichage, de présentation suivant la typologie du signataire entre le directeur financier, le trésorier, le comptable. Les besoins d'information ne sont pas identiques, donc on va pouvoir personnaliser des modèles d'affichage. Là, ici, on voit une grille dans laquelle on choisit les informations qu'on veut afficher et dans l'ordre dans lequel on veut les afficher. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on peut avoir des fonctions de recherche avancées pour aller afficher les éléments qui nous intéressent en particulier lors de cette phase de validation de signature. On voit ici des items quand on développe le Trivio, des informations sur les signataires, sur l'avancement et le statut du fichier. Donc on va un peu plus loin, ces informations qu'on pouvait évidemment réceptionner par ailleurs, par email par exemple, maintenant sont, on va dire, davantage ramassées dans cet écran-là. La fonction paraphage ou parapheur électronique permet ici d'aller rentrer en base. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, pour pouvoir supprimer par exemple des fichiers, lorsque dans l'urgence on doit arrêter des paiements, d'effectuer des recherches, mais aussi, surtout, de pouvoir accéder éventuellement à une GED qui serait associée et qui permettrait de produire, de présenter les pièces justificatives qu'on a évoquées un petit peu plus tôt. Et donc là, on est dans, voilà, dans une simulation de GED où on voit la facture et donc un document de type RIB à la demande de celui qui veut voir les paiements. Et puis ensuite, évidemment, on va procéder à soit la validation, soit la signature bancaire à travers ce même écran. José, je crois qu'on a fait le tour de cette thématique sur la mobilité dans le contexte du télétravail, de la sécurisation pour les entreprises. Pour beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont ce type de solution installée chez elles, elles peuvent aujourd'hui, et d'ailleurs on voit le mouvement s'amorcer, évoluer vers un environnement de type cloud pour d'une part se garantir contre toute attaque et puis surtout permettre à l'ensemble des collaborateurs de pouvoir utiliser les solutions où qu'ils soient, en télétravail, en mobilité. Et voilà. Donc, merci Nasser, et on est ouvert aux questions évidemment. Voilà, donc les questions maintenant, n'hésitez pas. Merci à vous. Oui.